Dans l'Europe de l'Est, avant les romans, avant le cinéma et avant que tout ça ne devienne un genre, on ouvrait déjà les tombes. Parce qu'on croyait que certains défunts n'étaient pas vraiment morts et qu'ils revenaient. Pas comme des fantômes, mais comme quelque chose de bien plus ancien et de bien plus obscur. Des corps qu'on disait gonflés, rouges, tachés de sang, des disparus qui quitteraient leur tombe la nuit pour frapper aux portes, s'en prendre aux vivants, aux bêtes et parfois à leur propre famille. Et dans ces mêmes terres, une autre figure circulait, mais celle-ci dans les forêts et dans les récits de nuit. Des créatures à la frontière du monde humain et de quelque chose d'autre. Ces deux figures, le vampire et le loup-garou, on croit les connaître. Mais dans les Balkans, dans le monde slave, à leur source, elles n'ont rien à voir avec ce qu'on en a fait. Et c'est précisément là qu'on va aller ce soir. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, dans cette partie de l'Europe qui s'étend des Balkans jusqu'au monde slave, la vie ressemble à peu près à ça. Une poignée de maisons regroupées autour d'une église ou d'un puits. Des familles qui se connaissent toutes, des champs qu'on cultive à la main, des bêtes qu'on élève, qu'on surveille, dont on dépend entièrement pour survivre l'hiver. Et l'hiver, justement, il est long. Il est même très long. Les journées raccourcissent jusqu'à n'être presque plus rien. La neige va isoler les villages du monde extérieur pendant des semaines, voire parfois des mois. Les habitants restent cloîtrés chez eux, coupés de tout. Quand quelqu'un tombe malade, quand le bétail commence à mourir et quand les récoltes ont été mauvaises, il n'y a pas de médecin, pas d'explication scientifique accessible. Il y a les voisins, le curé et les récits qu'on transmet depuis des générations. Quant aux tombes, elles sont proches. Et elles sont souvent situées juste à côté du village, parfois même à quelques mètres des maisons. La mort, faut le savoir, fait partie du quotidien de toute façon, d'une façon ou d'une autre, mais pas de la même manière qu'on l'imagine aujourd'hui. À l'époque, on naît, on vit et on meurt dans le même périmètre. Et quand quelqu'un disparaît, tout le monde le sait. Tout le monde l'a vu vivre. Et tout le monde peut le voir ou croire le voir après sa mort. Dans cet isolement, dans cet hiver permanent, cette dépendance au groupe, et cette proximité constante avec la mort, certaines peurs prennent une forme très particulière. Parce que dans ces traditions, tous les morts ne sont pas égaux. Certains partent sans problème, d'autres non. Celui qui est mort, par exemple, d'une façon brutale. Celui qui n'a pas reçu les bons rites. Celui qu'on soupçonnait de quelque chose de son vivant. Ces morts-là sont perçus comme instables, dangereux, susceptibles de revenir. À cette époque-là, voilà comment était considérée la mort. Voilà comment est-ce qu'on l'imaginait, comment est-ce qu'on la concevait. Aujourd'hui, on n'est plus du tout, ou peut-être parfois si, mais dans certains cas plus isolés, on n'a pas du tout la même approche de la mort. Mais à l'époque, c'était vraiment, dans les croyances, ça faisait partie de la vie et du quotidien des personnes. La manière dont une personne était décédée, la manière à laquelle on avait pris soin d'elle justement après sa mort, était complètement différent de ce que c'est aujourd'hui. C'est important de se remettre dans le contexte mental de l'époque. Et dans ces terres-là, justement, le loup est partout. Pas seulement comme un animal craint, respecté, même mythologisé, on pourrait dire. Il circule aux abords des villages, là où les maisons laissent place à l'obscurité. Dans certains récits, il ne représente pas seulement la prédation, il devient une figure de passage entre le monde humain et autre chose. Et c'est dans ce décor que deux figures distinctes prennent forme. Deux figures avec des territoires complètement différents, des logiques différentes et des rôles complètement opposés. Mais d'où viennent-elles vraiment? Depuis quand? Pour le vampire, il n'y a pas vraiment de premier cas identifiable avec certitude. On n'a pas de date, il n'existe pas d'acte de naissance du vampire. Mais ce qu'on trouve en remontant le plus loin possible, ce sont en fait des textes byzantins du XIe et du XIIe siècle qui mentionnent déjà des morts nuisibles revenus tourmenter les vivants dans les régions slaves et balkaniques. Et encore plus loin, des traditions orales qui semblent remonter avant même le christianisme.
à un temps où la frontière entre la mort et les vivants était pensée, encore une fois, de façon totalement différente. Le vampire balkanique n'a pas été inventé un jour par quelqu'un. En fait, il a émergé lentement à partir d'une peur très ancienne. La peur que certains morts ne restent pas où on les a mis. Pour le loup-garou, on remonte encore beaucoup plus loin, au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'historien grec que vous connaissez probablement, Hérodote, parle déjà d'hommes capables de se transformer en loups chez certains peuples du Nord. Dans les traditions indo-européennes, la figure du guerrier loup est presque partout, des Scandinaves aux Slaves en passant par les Celtes. C'est pas une invention balkanique, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et presque, je dirais, presque universel dans l'absolu. En fait, ce que les Balkans ont fait, c'est donner à ces deux figures un territoire commun, une même nuit et finalement une guerre. Les cas qu'on va voir maintenant, ce ne sont pas les premiers, mais ce sont les premiers qu'on a écrits. Alors, en tout premier lieu, je tiens à m'excuser si je prononce mal les mots, parce que là, on part sur du serbe et je suis vraiment pas certain de mon accent, donc désolé si en tout cas j'écorche des mots. Je vais faire au maximum pour pas que ce soit le cas. On part en Serbie, à Kisiljevo, en 1725. Petar Blagojević vient de mourir. Il est enterré, l'affaire devrait s'arrêter là. Mais dans les jours qui suivent, les habitants tombent malades, et puis d'autres. Et en l'espace de 8 jours, 9 personnes décèdent. Dans un village de cette taille, c'est une catastrophe. Et avant de mourir, plusieurs personnes racontent la même chose. La nuit, Blagojević est venu. Il se serait assis sur eux, dans leur lit, en les étouffant. Ils décrivent avoir senti sa présence comme quelque chose de physique, de réel, de lourd. Pas un rêve, pas une vision, quelque chose qui pesait. Ça me fait penser à la paralysie du sommeil. Mais 9 personnes en quelques jours. Donc à partir de ce moment-là, la peur va se répandre très vite chez certains habitants et certains d'entre eux menacent de quitter carrément le village définitivement si les autorités n'interviennent pas. Et les autorités autrichiennes qui administrent la région à cette époque n'ont pas vraiment le choix. Elles envoient un fonctionnaire impérial, Ernst Frombald, pour surveiller l'exhumation. Alors lui, pour le coup, c'est pas du tout un homme du folklore, c'est un représentant de l'État. C'est un homme qui est habitué aux rapports, aux procédures, aux faits vérifiables. Et pourtant, ce qu'il va écrire cette nuit-là va circuler dans toute l'Europe. Quand la tombe est ouverte, Frombald observe, et ce qu'il voit ne correspond pas à ce qu'il attendait. Le corps n'est pas dans un état qu'il devrait être après plusieurs semaines sous terre. Il n'est pas décomposé. La peau est encore là, intacte. Et les cheveux ont poussé. La barbe aussi. Une nouvelle couche de peau est visible sous l'ancienne. Comme si quelque chose continuait sous la surface. Et à la bouche, Frombald l'écrit explicitement dans son rapport, il y a du sang frais. Imaginez-vous être à la place de ce gars. Il est face à quelque chose d'incroyable. Certains villageois n'attendent pas. Ils enfoncent un pieu dans le corps, toujours selon le rapport de Frombald. Et du sang jaillit immédiatement à la bouche et aux oreilles. Une quantité qui surprend les témoins présents. Le cadavre est ensuite brûlé sur place. Une question va se poser naturellement. D'où vient ce geste? Pourquoi un pieu? Pourquoi le feu? Pourquoi ces actes précis, répétés de village en village, de région en région, comme si tout le monde avait reçu le même manuel? D'où vient cette idée de mettre un pieu dans le corps ou, traditionnellement comme on le connaît nous, dans le cœur du vampire? D'après mes recherches, la réponse est à la fois simple mais troublante. Dans ces traditions, le vampire tire sa puissance du corps. C'est un mort qui continue d'agir parce que son corps, d'une façon ou d'une autre, n'a pas achevé son cycle. Et le pieu en bois d'aubépine, de chêne ou d'alisier, selon les régions, sert à fixer ce corps et le clouer dans sa tombe, une fois pour toutes. Le but, c'est simplement de l'empêcher physiquement de se lever. C'est une solution mécanique à un problème qu'on perçoit comme mécanique, en fait, tout simplement. C'est pas un symbole. Tant que le corps peut bouger, le danger existe. Le pieu supprime cette possibilité-là. Et le feu va aller encore plus loin. Il détruit ce sur quoi le mort pourrait encore s'appuyer pour revenir. Dans l'imaginaire de ces populations, tant qu'il reste un corps, il reste un danger.
et le feu clôt définitivement ce que la tombe n'avait pas réussi à fermer. Je trouve que c'est quand même, pour le coup, symbolique, en tout cas pour moi. Le corps va représenter l'incarnation, la présence, la vie simplement qui vient dans un corps pour se manifester, pour expérimenter, vivre certaines choses. Le feu, on sait que c'est quelque chose de purificateur, qui va purifier. Donc je pense que dans l'esprit des gens de cette époque-là, le corps devait être l'objet, ou en tout cas le réceptacle qui devait être détruit pour pas justement que la créature qui habite ce corps puisse interagir avec le monde physique. Et rien de mieux que le feu pour pouvoir définitivement clore le sujet. Ces gestes-là, que ce soit le pieu ou le feu, ne sont pas nés dans cette région-là. Ils existaient bien avant cette affaire. Ils ont été transmis de génération en génération comme des réponses pratiques en fait à une menace perçue comme réelle. Mais ce que ce vampire a provoqué dans l'absolu, c'est simplement que c'est la première fois qu'un représentant de l'État a consigné les faits noir sur blanc. Donc Frombald repart avec ses notes. Son rapport est transmis aux autorités de Vienne et puis il est relayé dans un des journaux les plus connus de l'Europe centrale, un des plus lus à l'époque. Et en quelques semaines, l'affaire de Kisiljevo dépasse les frontières de la Serbie. Ce n'est pas une légende qu'on a transmise de bouche à oreille pendant des générations, c'est un document, c'est une date, c'est des noms, c'est quelque chose de concret. Un fonctionnaire de l'Empire qui consigne ce qu'il a vu. Le vampire cesse d'être une rumeur de campagne, il entre dans les archives officielles. C'est vraiment à ce moment-là, on peut dire que le vampire devient quelque chose qui n'est plus perçu comme une légende urbaine, si je puis dire, mais comme quelque chose de réel. Mais ça, c'est que le début. Maintenant, on part à Medveda, en Serbie toujours, en 1726. Arnold Paul est un ancien soldat. Il a servi dans les territoires sous contrôle ottoman. Il a vu des choses. Il en a même ramené une histoire qu'il raconte lui-même à ses voisins après s'être installé dans le village. Il prétend avoir été attaqué par un vampire pendant sa période de service, quelque part dans les plaines ottomanes. Il dit aussi s'en être sorti, en suivant un vieux remède qu'on lui avait conseillé sur place. Manger de la terre prélevée sur la tombe du vampire. Ou encore, par exemple, se frotter le corps avec son sang. Les villageois l'écoutent, certains le croient, d'autres un peu moins, mais tout le monde s'en souvient. Parce que quelques mois plus tard, Arnold meurt. Une tragique chute d'un chariot de foin. Il est enterré, et puis les mêmes choses recommencent. Dans les semaines qui suivent, des habitants affirment l'avoir vu, la nuit, en train de rôder autour des maisons. Certains se plaignent de cauchemars d'oppression, de fatigue inexplicable, et 4 d'entre eux meurent en l'espace de quelques semaines. Selon les récits qui circulent, Paul ne s'en prendrait pas seulement aux humains. Le bétail aussi commence à mourir. Les villageois procèdent donc à l'exhumation 40 jours après l'enterrement. Et ce qu'ils trouvent correspond exactement à ce qu'on avait observé plus tôt à Kisiljevo quelques années auparavant. Corps peu décomposé, sang visible, signes jugés anormaux, ils enfoncent un pieu et le corps réagit, du sang encore. Alors ils vont brûler les restes et ils vont faire de même avec les 4 autres personnes qui sont décédées juste après lui. En fait, ils les ont soupçonnés d'avoir été contaminés. L'affaire semble réglée à ce moment-là. Mais 5 ans plus tard, en 1731, une nouvelle vague frappe Medveda. Et cette fois, 17 personnes meurent en quelques semaines. La panique est totale, et on le comprend. Et l'affaire va remonter directement jusqu'à Vienne, une nouvelle fois. L'empereur ordonne une enquête officielle. Une équipe est constituée. Des médecins militaires, des chirurgiens, des officiers. Et ils arrivent à Medveda en janvier 1732. Leur mission, examiner les corps, observer, documenter. Et parmi eux se trouve le chirurgien militaire Johann Fleckinger. C'est lui qui va rédiger le rapport final. Le rapport s'appelle Visum et Repertum, vu et constaté. 2 mots latins qui disent exactement ce que ce document prétend être. Pas une légende, pas un récit de village, mais un compte rendu médical officiel. Donc Fleckinger et son équipe exhument plusieurs corps. Certains sont dans un état de décomposition normale, mais d'autres non. Et pour cela, le rapport est précis. Chair jugée anormalement conservée, sang présent dans le cœur et dans la cavité thoracique. Signes qui ne correspondent pas à ce que la médecine de l'époque attendait
après plusieurs semaines d'inhumation. Le rapport est transmis à Vienne, et puis il est traduit et diffusé dans plusieurs pays européens. Il alimente ce qu'on appellera plus tard la grande controverse vampirique du XVIIIe siècle. C'est un débat qui va traverser les cours royales, les universités, les églises. Voltaire en parle, des théologiens y répondent, des médecins tentent d'expliquer. Et en quelques années, le vampire sort définitivement des campagnes balkaniques pour entrer dans la conversation intellectuelle de toute l'Europe. Mais pendant que les savants débattent, dans les mêmes villages qui craignent les morts qui reviennent, il existe une autre figure différente, plus ancienne peut-être, pas une peur du corps qui refuse de disparaître, mais quelque chose de plus vivant, de plus sauvage. Dans les traditions balkaniques et slaves, l'homme loup n'est pas le personnage qu'on connaît aujourd'hui, du moins pas encore. Ce n'est pas un homme ordinaire frappé par une malédiction qui se transforme mécaniquement à la pleine lune en loup-garou. Ce qu'on trouve dans les vieux récits est beaucoup plus flou, beaucoup plus trouble. Des hommes liés au loup, des êtres nocturnes, des figures qui empruntent à la bête sa violence et sa façon de traquer, sa logique de meute. Parfois des guerriers, parfois des sorciers, parfois quelque chose entre les deux. Et pour comprendre cette figure, il faut d'abord comprendre ce que le loup représente dans cet imaginaire. Dans le monde slave, le loup n'est pas simplement un prédateur qu'on chasse. Il est observé, étudié et presque respecté. Il incarne l'hiver, tout ce qui existe au-delà de l'ordre du village. Il avance en meute, silencieusement, et frappe quand personne ne l'attendait. L'homme loup n'est pas seulement une malédiction, c'est aussi une capacité, un état qu'on peut chercher, qu'on peut ritualiser et utiliser. Des combattants qui s'enveloppent dans des peaux de bêtes avant la bataille. Des hommes qui cherchent à se charger de quelque chose de non humain avant d'entrer en guerre. Ce n'est pas encore le loup-garou du cinéma, mais c'est déjà l'idée qu'un homme peut basculer de l'autre côté temporairement, pour une raison précise. L'homme lié au loup n'est pas seulement une menace, il peut être aussi celui qui affronte les morts impurs. Celui qui sort la nuit, non pas pour attaquer les vivants, mais pour contenir ce qui revient de la tombe. Tiens donc, une force contre une autre force, un prédateur contre un contaminant. C'est pas une idée marginale du tout. Elle apparaît dans plusieurs traditions de la région, sous des formes différentes avec des noms différents. Et elle va prendre sa forme la plus structurée dans un duel que certains récits décrivent avec une précision troublante. Dans ces traditions, le combat entre le Krsnik et le Kudlak ne se joue pas à la lumière du jour, il se joue la nuit, pendant le sommeil, dans un espace que les vivants ne peuvent pas voir directement. Le Krsnik quitte son corps, il prend une forme animale, un taureau blanc, un cheval, un chien, selon les régions et selon les récits, et il part. Il part affronter le Kudlak, qui lui aussi a quitté son enveloppe humaine pour prendre sa propre forme, sombre, inversée et marquée par la corruption. Ces deux forces se retrouvent quelque part dans la nuit, dans les champs, dans les forêts, aux abords des villages, et elles se battent. Les villageois ne voient rien, ils dorment. Mais au matin, les effets sont là. Un animal mort sans raison apparente. Une tempête qui s'est levée brutalement. Une série de maladies qui frappent plusieurs maisons ou même plusieurs familles en même temps. Ou au contraire, une accalmie, une saison épargnée. Un village qui s'en sort quand les voisins souffrent. Tout ça, dans ces traditions, c'est le résultat du combat de la nuit précédente. Ce système a une logique interne très précise. Le Krsnik et le Kudlak ne se croisent pas par hasard. Ils sont liés depuis leur naissance. Deux destins tracés d'avance, deux forces condamnées à s'affronter génération après génération pour décider de quel côté penche le monde des vivants. L'un protège, l'autre corrompt. Et cette guerre ne s'arrête jamais vraiment. C'est une vision du monde où le bien et le mal coexistent en permanence, où chaque village a son gardien invisible et où la frontière entre le vivant, la bête et la nuit n'est jamais tout à fait fermée. Mais posons-nous une question différente. Et si tout ce qu'on vient de décrire, les combats nocturnes, les formes animales, la guerre invisible, n'était pas que finalement la façon dont ces gens-là ont choisi de raconter quelque chose de bien plus réel, de bien plus sombre, quelque chose
qui se passait non pas dans un autre monde, mais dans leur propre village. Là, on va sortir du mythe. On sort de l'occulte, du spirituel, de tout ce qui appartient à l'invisible. Et on va regarder ce que des hommes et des femmes ordinaires, des paysans de Serbie, de Slovénie, de Croatie, ont vécu et transmis. Des gens qui n'inventent pas des légendes pour se divertir. Des gens qui essayaient de mettre des mots sur ce qu'ils voyaient, sur ce qu'ils subissaient aussi, sur ceux qui disparaissaient dans leur village la nuit. Dans les mythes les plus anciens, dans les récits qui précèdent le folklore tel qu'on le connaît, une autre lecture existe. Et si derrière ces créatures, il y avait simplement des hommes, des groupes qui opèrent dans l'ombre, des sortes de confréries secrètes, des hommes organisés, liés entre eux par des rites et des serments, des hommes qui, selon certains récits, s'en prenaient aux plus jeunes, aux plus faibles, qui prenaient leur sang, leur force, leur jeunesse, au sens littéral. Parce que dans ces traditions, le sang des plus jeunes n'est pas seulement un symbole, il représente quelque chose de concret, une vitalité, une énergie, une substance que certains croyaient pouvoir transmettre, absorber et utiliser. Une façon de rester jeune beaucoup plus longtemps, d'entretenir une forme de vigueur que l'âge aurait dû effacer. On parle ici d'une substance, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nom, que la science va appeler aujourd'hui l'adénochrome. Je ne rentrerai pas dans les détails vraiment, parce que c'est un sujet qui est très sensible. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce sujet, vous allez apprendre, je pense, beaucoup de choses, mais voilà, on ne va pas développer plus ici. Donc sans entrer trop dans les détails, pour ce qui est de l'adénochrome, en tout cas, c'est un composé chimique produit par le corps humain, présent dans le sang, et autour duquel gravitent depuis des décennies des théories et des récits très sombres. Donc je vous invite vraiment à faire vos recherches de votre côté, mais vous verrez que le lien entre cette substance et certaines élites n'est pas une idée aussi récente qu'on pourrait le croire. C'est peut-être ça, le vampire originel. Pas une créature morte qui sort de sa tombe, mais un homme vivant, membre peut-être d'un ordre secret qui pratique des rites que le reste du village ne comprend pas, et qui commet des choses innommables pour assouvir ce besoin. Et en face, on a aussi des hommes, des villageois, des pères, des frères, des gens qui ont perdu des membres de leur famille, prélevés dans la nuit par des confréries. Des gens qui ont fini par comprendre ce qui se passait vraiment, et qui ont décidé de se battre. Pas avec des prières, pas avec des croix, en devenant quelque chose d'aussi effrayant que ce qu'ils combattaient. En enfilant des peaux de loup, en sortant la nuit, en affrontant ces ordres sur leur propre terrain, dans l'obscurité, pour défendre les leurs et faire peur à ceux qui faisaient peur aux autres. Et c'est peut-être ça, le loup-garou originel. Non pas une malédiction et pas non plus une transformation magique, mais un homme qui prend volontairement l'apparence de la bête pour entrer en guerre. Un protecteur déguisé. Et avec le temps, ces deux groupes d'hommes sont devenus des légendes. Les confréries secrètes sont devenues les vampires. Les guerriers aux peaux de loup sont devenus les loups-garous. La mémoire a gardé la structure. Deux camps, deux forces, une guerre. Ce qui reste aujourd'hui, c'est le mythe. Et peut-être que le mythe n'a jamais été autre chose qu'une façon de raconter une réalité que personne ne pouvait clairement dire. Et justement, si on cherche une preuve que ce type de pratique a pu exister, pas dans un mythe, pas dans un récit non plus transmis de génération en génération, mais dans l'histoire réelle, documentée avec des noms et des dates, il suffit de se tourner vers la Transylvanie. Vers la fin du XVIe siècle, le cas d'une femme va glacer l'Europe entière. Erzsébet Báthory. C'est une comtesse hongroise. Elle est née en 1560 dans l'une des familles les plus puissantes du royaume. Une femme cultivée, intelligente, qui parle même plusieurs langues à une époque où la plupart des hommes de son rang en maîtrisent à peine une. Elle épouse à 15 ans le comte Ferenc Nadasdy, l'un des militaires les plus respectés de la région. Et quand il part en guerre, ce qui arrive souvent d'ailleurs, c'est elle qui gère les domaines, les finances et les affaires. Seule, de manière efficace. De l'extérieur, tout va très bien. Mais dans le château de Kashtis, en Slovaquie actuelle, quelque chose se passe. Des jeunes femmes disparaissent. Des servantes d'abord. Des filles de paysans venues travailler au château. Puis des jeunes filles de la petite noblesse, attirées
par la promesse d'une éducation, d'un poste, d'un avenir meilleur. Elles n'en ressortent pas. Pendant des années, les rumeurs circulent. Mais Erzsébet Báthory est une comtesse intouchable. Personne n'ose. Et ce n'est qu'en 1610, après la mort de son mari et sous la pression de témoignages qui ne peuvent plus être ignorés, que le roi Mathias II ordonne une enquête. Le comte Gheorghi Turzo est chargé de l'affaire. Le 30 décembre 1610, il fait irruption dans le château de Kashtis. Et ce qu'il trouve à l'intérieur, il le consigne dans un rapport qui sera transmis à la cour royale. Des corps. Des jeunes femmes. Certaines mortes, certaines encore vivantes, mais dans un état qu'il décrit comme impossible à regarder. Les témoignages recueillis ensuite auprès des domestiques et des survivants parlent d'actes innommables, de sang prélevé, de rituels nocturnes. Et selon ces témoignages, Báthory croyait que le sang des jeunes femmes lui permettrait de conserver sa jeunesse, sa peau et sa vitalité. Le nombre de victimes avancées à l'époque est vertigineux. Certains témoins parlent de plusieurs dizaines, d'autres vont même au-delà. Le chiffre de 650 jeunes femmes a circulé. Il est peut-être exagéré, mais les historiens le débattent encore. Mais même réduit à sa version la plus prudente, le bilan reste d'une violence absolue. Erzsébet Báthory ne sera jamais jugée publiquement. Son rang le lui évite, bien entendu. Elle sera murée vivante dans ses appartements du château de Kashtis, où elle mourra 4 ans plus tard, en 1614. Ce cas, il est très important pour nous, pour une raison très précise. Báthory n'est pas une créature du folklore. Elle n'est pas un mythe transmis de bouche à oreille dans un village isolé. Elle est réelle, elle est documentée, jugée, et ce qu'on lui reproche, prendre le sang des plus jeunes pour se maintenir, pour durer, pour conserver ce que le temps efface. Et c'est exactement ce dont le vampire est accusé depuis des siècles dans ces mêmes terres. La légende et la réalité se regardent en face, et elles se ressemblent beaucoup trop pour que ce soit une coïncidence. Pendant des siècles, ces récits restent là où ils sont nés, dans les villages, dans les campagnes et dans les archives autrichiennes, dans la mémoire des gens qui ont vécu dans ces régions-là. Et puis, quelque chose change. Le vampire quitte les Balkans, il change de forme, il change de visage, et il devient quelque chose que personne n'aurait pu anticiper. L'une des figures les plus reconnaissables de la culture mondiale. Pour comprendre comment, il faut s'arrêter sur un nom. Vlad III. Lui, vous le connaissez. Prince de Valachie, ou Valachie. Je pense qu'on dit plutôt Valachie. Fils de Vlad II Dracul. Dracul, qui signifie à la fois le dragon et le diable selon les traductions. Vlad III hérite du surnom. On l'appelle Dracula. Dracula. Fils du dragon. Fils du diable. Il règne au XVe siècle dans une région qui correspond aujourd'hui à la Roumanie. Et sa réputation traverse l'Europe très rapidement. Mais pas pour de bonnes raisons. Les récits qui circulent à son sujet parlent d'une cruauté méthodique, presque rituelle. Des prisonniers empalés, en masse. Des repas pris au milieu des corps. Des supplices organisés, avec une précision qui dépasse la simple brutalité de guerre. Les textes allemands, slaves et russes de l'époque le décrivent comme un monstre. Mais dans son propre pays, il est aussi vu comme celui qui a tenu tête aux Ottomans, qui a protégé son peuple et qui a maintenu une frontière que beaucoup pensaient impossible à défendre. Il est les deux à la fois, le protecteur et le bourreau, le prince et le monstre. Des siècles plus tard, un écrivain irlandais s'intéresse à cette région, Bram Stoker. Bram Stoker ne se rend jamais en Transylvanie. Il travaille à partir de livres, de cartes, de récits de voyageurs. Et il tombe sur le nom Dracula, sur l'histoire de ce prince, sur le folklore vampirique qui circule depuis des décennies, dans les récits d'Europe et dans l'Est. En 1897, il publie un roman, Dracula. Ce que Stoker fait avec ce matériau est une transformation radicale.
Le vampire rural des Balkans, gonflé, rouge, lié à la tombe et à la terreur locale, devient un conte. Élégant, immortel, puissant, séduisant presque. Il ne sort plus d'un village de Serbie, il habite un château dans les Carpates. Il ne frappe plus chez ses voisins, il traverse l'Europe et s'attaque à Londres. En une seule œuvre, le mythe change d'échelle. Et derrière Stoker, toute une industrie s'engouffre dans la brèche. Le cinéma s'empare du personnage dès les années 20 avec Nosferatu. Puis Dracula avec Bela Lugosi en 1931. Puis des dizaines de versions, de réinterprétations, de suites. Le vampire devient une icône, une esthétique, un genre à lui tout seul. Et le loup-garou suit le même chemin. Sa complexité ancienne, le guerrier, le protecteur, l'homme qui choisit la peau de bête, disparaît derrière une malédiction propre et bien cadrée, la pleine lune. La transformation mécanique, le monstre incontrôlable. Tout ce qui était trouble devient spectaculaire. Mais quelque chose résiste malgré tout. Parce que dans presque toutes les versions modernes, les films, les séries, les romans, une structure revient toujours. Les vampires d'un côté et les loups-garous de l'autre. Deux camps, deux forces, une guerre. Underworld, Van Helsing, Twilight, les titres changent, les esthétiques changent, mais le schéma, lui, ne change pas. Et Twilight, justement, difficile de ne pas s'arrêter dessus une seconde. Parce qu'en 2010, une société généalogique britannique spécialisée dans les recherches d'ascendance royale et noble européenne a publié des résultats incroyables. Selon leurs recherches, Robert Pattinson, l'acteur qui incarne Edward, le vampire dans la saga, serait un lointain descendant de Vlad III l'Empaleur. Rien que ça, via des lignées royales britanniques, la parenté remonterait à plusieurs siècles. Mais ce n'est pas tout. Stephenie Meyer, l'autrice qui a créé l'univers de Twilight, figurerait elle aussi dans ces mêmes arbres généalogiques, descendante lointaine du même Vlad III. Autrement dit, la femme qui a écrit l'histoire et l'homme qui l'incarnait à l'écran partageraient tous les deux un ancêtre commun avec le prince qui a inspiré Dracula. Quand même étrange que ce soit précisément ces deux personnes-là, la créatrice de l'une des sagas vampiriques les plus connues au monde et l'acteur qui est devenu le visage qui se retrouve lié généalogiquement à Vlad l'Empaleur. Comme si le mythe choisissait lui-même ses héritiers. Et ce schéma qu'on retrouve dans ces films, cette guerre permanente entre vampires et loups-garous, on le reconnaît. C'est exactement celui qu'on a trouvé dans les vieux récits balkaniques. Le Krsnik contre le Kudlak. La confrérie de sang contre les guerriers aux peaux de loup. Deux camps qui s'affrontent dans la nuit pour décider de quel côté penche le monde des vivants. Le cinéma n'a peut-être rien inventé. Il a juste mis des costumes différents sur une guerre très ancienne. Au bout de cette enquête, une chose est claire. La version que je vous ai présentée ce soir, c'est pas la version que vous trouverez dans la plupart des documentaires ou des vidéos sur le sujet. Le vampire tel qu'on le connaît, celui des films, des séries, des romans, représente une surface. Une version retravaillée, adoucie, rendue acceptable. Et le loup-garou avec lui. En dessous, il y a autre chose. Des villages isolés, dans les Balkans, où la mort faisait partie du quotidien. Des corps qu'on déterrait. Des rapports officiels rédigés par des fonctionnaires qui ne savaient pas quoi écrire d'autre que ce qu'ils avaient vu. Des hommes qui sortaient la nuit pour affronter ce que les autres ne comprenaient pas. Et peut-être, des pratiques bien trop réelles, trop dérangeantes pour être racontées autrement que sous la forme d'un mythe. Ce que les peuples slaves ont transmis pendant des siècles, ce n'est pas simplement une histoire de monstres, c'est une vision du monde, une mémoire, une tentative de donner du sens à quelque chose de vécu. Est-ce que c'est la vérité absolue ? J'en sais rien. Mais est-ce que c'est une lecture cohérente, ancrée dans des récits et dans des archives bien réelles ? Oui. Ce que j'avais envie de faire avec cette vidéo, c'est exactement ça. C'est pas rester dans le confort du vampire élégant et du loup-garou maudit, mais revenir à l'origine, à ce que ces figures représentaient avant d'être transformées en spectacle. Et ce qui est troublant,
C'est pas vraiment que ces récits aient survécu, c'est la façon dont ils ont survécu. Parce que la structure, elle n'a jamais changé. Deux camps, deux forces, une guerre invisible, une guerre que les vivants subissent sans toujours comprendre ce qui se joue autour d'eux, ou dans l'ombre. Le mythe n'est peut-être pas une invention, c'est peut-être simplement la forme la plus acceptable d'une réalité qu'on ne pouvait pas raconter autrement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que cette version vous parle plus que celle qu'on vous raconte depuis toujours? Ou est-ce que certaines choses méritent peut-être de rester dans l'ombre? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter. Donnez-moi votre avis sur le sujet, ça m'intéresse, allez-y, lâchez-vous. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Je vous remercie pour votre attention, c'était les chroniques de Loïc.